Des milliers de personnes rêvent du sommet du monde. Mais en 2024, l'Everest a clairement montré qu'il n'est pas un parc d'attractions. Et ne l'a jamais été. Ce qui s'est passé cette année a changé pour toujours la manière d'escalader la plus haute montagne de la planète. Des drones dans le ciel, des excréments sur les sentiers, de la chaleur là où il n'y avait autrefois que de la glace. Et, pour la première fois, le gouvernement lui-même a dû intervenir. Avant, le rituel était presque sacré. Arriver au camp de base, y passer des semaines, respirer avec difficulté, laisser le corps comprendre que l'air est désormais moins généreux. Puis, de petites offensives, des ascensions courtes, des retraites stratégiques, du repos, de la préparation, jusqu'au jour où la fenêtre météo s'ouvre. Et alors, c'est tout ou rien. Mais l'Everest a commencé à devenir autre chose. En 2023, presque 500 permis ont été délivrés aux alpinistes. En ajoutant les guides, les Sherpas et les équipes, plus de 1200 personnes sur la montagne en même temps. 1200 vies suspendues à la glace. Sur le même sentier. Le même jour. Des files d'attente se formaient à près de 9000 mètres d'altitude. Des gens attendaient pour monter, là où il n'y a même pas assez d'oxygène pour attendre. Et où la moindre erreur est fatale. Avec les foules sont venus les problèmes. Des déchets accumulés sur les pentes. Du matériel abandonné. Des déchets humains laissés sur le chemin, des montagnes d'ordures sur la plus haute montagne du monde. Et les morts ont commencé à se multiplier. Des avalanches plus fréquentes, un climat imprévisible et un nouveau type de danger, l'imprudence. Des guides expérimentés ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. L'un d'eux, Mingma Gyalje Sherpa, est allé droit au but. Selon lui, beaucoup d'alpinistes montaient mal préparés, poussés davantage par la précipitation que par le respect. Ils partaient sans équipement suffisant, ignoraient les signaux de leur propre corps et misaient leur vie sur des prévisions instables. Le résultat a été dévastateur. Face au chaos, le gouvernement du Népal a décidé d'agir. Et le premier changement a été symbolique et polémique. Le camp de base a toujours été un lieu rude, froid et silencieux. Mais ces dernières années, il s'était transformé en quelque chose de différent. Des cafés improvisés, des bars, des structures de confort, une sorte de village touristique planté dans la glace. En 2024, tout cela a pris fin. Toutes les activités commerciales ont été interdites. Plus de bars, plus de services de luxe, plus de distractions. L'ordre était clair. Ici, on ne vient que pour la montagne, et rien d'autre. L'idée était de réduire le bruit, de diminuer les excès, et de rendre à l'Everest le sérieux qu'il avait perdu. Mais la plus grande controverse restait encore à venir. À l'entrée du camp de base, là où autrefois il n'y avait que de la pierre, de la glace et le silence, le gouvernement a installé un immense panneau publicitaire. Un panneau commercial, coloré, visible de loin. Pour beaucoup d'alpinistes, ce fut un choc. Un grimpeur qui s'y est rendu en mars 2024 a décrit la sensation comme « étrange et triste ». Selon lui, voir de la publicité à cet endroit donnait l'impression que l'Everest avait cessé d'être un sanctuaire et qu'il était devenu un produit. Au sein de la communauté des montagnards, la tension est montée, surtout entre les Sherpas et les alpinistes étrangers. Les Sherpas, natifs de l'Himalaya, ont toujours traité la montagne avec un respect presque sacré, alors que beaucoup de visiteurs ont commencé à voir l'Everest comme un trophée, quelque chose à conquérir rapidement, à poster, à exhiber, puis à oublier. Avec le réchauffement climatique qui accélère la fonte des glaces, avec les déchets qui s'accumulent, et avec de plus en plus de personnes mal préparées, tentant d'atteindre le sommet, l'Everest a commencé à montrer des signes d'effondrement. Pas seulement environnemental, mais humain. C'est alors que de nouvelles réglementations sont apparues, plus strictes, plus dures, et, pour certains, bien trop tard. La montagne qui a toujours exigé de l'humilité réclame désormais un prix encore plus élevé. Et la question qui résonne chez ceux qui montent, et chez ceux qui ne redescendront jamais, est simple et effrayante. L'Everest est-il encore une montagne sacrée? Ou est-il déjà devenu simplement un commerce au sommet du monde? Mais les changements ne se sont pas arrêtés à l'apparence du camp de base. Ils sont allés plus loin, beaucoup plus loin. Désormais, tout alpiniste qui tente le sommet de l'Everest est obligé de porter une puce électronique de géolocalisation.
En théorie, pour faciliter les recherches et les secours. En pratique, l'histoire est bien plus complexe. Ces puces fonctionnent de manière similaire aux réflecteurs utilisés lors des avalanches. Le problème, c'est qu'elles dépendent de détecteurs grands, lourds et presque toujours transportés par hélicoptère. Et sur l'Everest, au-dessus de 7000 mètres, les hélicoptères ne volent tout simplement pas. Autrement dit, exactement là où la majorité des gens se perdent, la puce devient presque inutilisable. Un spécialiste du domaine est allé droit au but. Selon lui, son entreprise a déjà testé tout type de capteurs sur l'Everest. Des traceurs, des moniteurs de signes vitaux, des dispositifs variés. Tous présentent des failles. Mais d'après lui, peu sont aussi limités que les réflecteurs RECO les plus utilisés en 2024. Et la majorité des disparitions se produit justement sur l'arête finale, bien au-delà de toute chance réelle de sauvetage. Interrogé à ce sujet, le spécialiste a donné la réponse la plus dure, et peut-être la plus simple. Ne laissez pas vos alpinistes seuls sur l'Everest. Mais les nouvelles règles ne se sont pas arrêtées au suivi électronique. Désormais, toutes les expéditions sont obligées d'utiliser des porteurs locaux et des yaks pour le transport du matériel. Le transport par hélicoptère jusqu'au camp de base a été interdit. Plus de vols pour acheminer les tentes. Plus de vols pour apporter l'oxygène. Plus de vols pour livrer les provisions. Tout doit monter sur le dos des yaks. La justification officielle est double. Préserver la nature et maintenir vivante la culture locale directement liée à l'élevage de ces animaux. En théorie, cela paraît beau. En pratique, c'est chaotique. Il n'existe tout simplement pas assez de yaks pour répondre à la demande gigantesque des expéditions modernes. La chaîne logistique s'est effondrée. Manque d'animaux, manque de main-d'œuvre, manque de temps. Pendant ce temps, chose curieuse, le même gouvernement qui prône un retour à la pureté de la montagne a commencé à miser sur la technologie de pointe. En 2024, les drones sont arrivés sur l'Everest. Pour la première fois, des machines volantes ont commencé à acheminer des provisions vers les zones les plus élevées de la montagne et à redescendre chargées de déchets. Le modèle utilisé lors des tests était le DJI Flycart 30, un drone robuste, conçu pour transporter de vraies charges lourdes. Pendant les essais, il a survolé la face sud de l'Everest avec plus de 800 mètres de dénivelé, en transportant 15 kg de bouteilles d'oxygène. 3 bouteilles sont montées. Et, au vol retour, les déchets sont redescendus. Un échange symbolique. La vie vers le haut, les résidus vers le bas. Pour la première fois, une solution concrète est apparue face à l'un des plus grands problèmes de la montagne, les déchets abandonnés en altitude extrême. Mais l'impact le plus profond a été ailleurs, la possibilité de réduire drastiquement le risque pour les Sherpas. Surtout dans l'un des tronçons les plus redoutés de l'itinéraire, la cascade de glace de Khumbu. Là-bas, les Sherpas effectuent habituellement plus de 30 traversées par saison, entre des blocs de glace instables, des crevasses qui s'ouvrent sans prévenir, des tours de glace pouvant s'effondrer à tout moment. Mingma Sherpa, un guide impliqué dans les tests avec les drones, a expliqué ce que cela change concrètement. Selon lui, le temps et le risque ont été drastiquement réduits. Avant, chaque traversée était une roulette russe. Aujourd'hui, une partie de la charge peut simplement survoler le danger. Puis il a prononcé une phrase qui a glacé ceux qui l'écoutaient. L'an dernier, j'ai perdu 3 Sherpas. Si le timing n'est pas le bon, nous mourrons. Aussi simplement que ça. L'Everest, en 2024, vit un paradoxe troublant. Alors qu'il tente de retrouver sa pureté, il dépend de plus en plus des machines. Des puces pour suivre les personnes. Des drones pour transporter l'oxygène. Et des yaks, toujours plus rares, pour soutenir une industrie qui ne cesse de croître. Au sommet du monde, la technologie et la tradition avancent désormais côte à côte. Mais la montagne, elle, reste la même, froide, imprévisible et absolument indifférente à la vie humaine. À présent, grâce à l'aide constante des drones, les provisions arrivent enfin aux camps les plus élevés. Oxygène, nourriture, équipement, tout arrive par les airs, tandis que les vies humaines restent à l'écart des zones les plus mortelles. La logistique a changé, mais la règle la plus choquante de 2024 ne concerne pas la technologie. Elle concerne quelque chose de beaucoup plus humain, les déchets, ou plutôt ce qui reste de nous. Désormais, tout alpiniste est obligé de redescendre avec absolument tout ce qu'il a produit sur la montagne.
tous ses déchets. Et oui, ses propres excréments. Chaque personne reçoit des sacs spéciaux fournis par le gouvernement. 3 sacs pour toute l'ascension. Et il faut redescendre en transportant au minimum 9 kilos de déjection jusqu'au camp de base. 9 kilos de son propre corps. Rien ne peut être laissé derrière. Cette règle n'est pas apparue par hasard. Elle est le résultat de plusieurs années d'abandon. En une seule saison, au printemps de 2022, plus de 15 tonnes de déjections humaines ont été générées sur l'Everest. Et une grande partie de cela est restée sur les pentes de la montagne. Sans même compter les bouteilles, les tentes déchirées, les bonbonnes d'oxygène vides, les réchauds cassés. Quand la survie devient la priorité absolue, le soin devient un luxe. Beaucoup d'alpinistes abandonnent simplement tout pour s'alléger. Et peu à peu, ce qui était de la neige est devenu un cimetière d'objets. L'Everest a hérité d'un surnom cruel, la décharge la plus haute du monde. Dans la glace, on trouve de tout. Des drapeaux de prière déchirés par le vent, des casques brisés, des chaussures gelées, et même des peluches oubliées. Une chasse au trésor macabre, où le prix n'est pas de l'or, mais le portrait de l'abandon humain. En réponse, l'armée du Népal est entrée en action. En 2024, une grande campagne de nettoyage a été lancée dans les montagnes de l'Himalaya. L'objectif est de retirer 10 tonnes de déchets et, si possible, de récupérer les corps de jusqu'à 5 alpinistes qui ne sont jamais redescendus. Des soldats entraînés et des Sherpas expérimentés montent ensemble, ramassant les déchets du camp de base jusqu'aux altitudes extrêmes. Malgré cela, les estimations restent effrayantes. Plus de 140 000 tonnes de déchets continuent de joncher les pentes de l'Everest, dont des tonnes d'excréments humains. Mais les déchets ne sont pas le seul problème qui grandit en silence. La glace aussi est en train de disparaître. Le mont Everest est en train de fondre, et il fond beaucoup trop vite. Depuis des années, les chercheurs alertent. Aujourd'hui, l'alerte est devenue une évidence. Des rochers apparaissent là où il n'y avait autrefois que de la glace. D'anciennes racines sont mises à découvert après avoir été protégées par la neige pendant des siècles. Un glacier qui a mis environ 2000 ans à se former a fondu en seulement 25 ans. Ce que la nature a mis des millénaires à construire, la chaleur l'a détruit en quelques décennies. Tout devient ainsi plus instable. La glace se fragilise, les structures cèdent plus facilement. Et les effondrements deviennent de plus en plus imprévisibles. L'Everest change sous nos yeux. Pendant que des drones montent l'oxygène et que des sacs d'excréments redescendent accrochés au sac à dos, la montagne elle-même commence à céder. Le toit du monde est toujours aussi haut, mais il n'a jamais été aussi vulnérable. Et peut-être que la question la plus dérangeante est celle-ci. Sommes-nous en train de sauver l'Everest? Ou simplement d'essayer de le nettoyer après l'avoir détruit? Mais une chose est certaine. Il n'existe pas d'endroit plus mortel sur l'Everest que la cascade de glace du Khumbu. Elle semble vivante, elle bouge, elle craque, elle respire. Et en 2024, elle est devenue encore plus dangereuse. Juste au-dessus du camp de base, c'est le premier grand seuil pour ceux qui rêvent du sommet. Et aussi le premier grand cimetière. On l'appelle une cascade parce que la glace n'y dort jamais. Elle descend lentement de la montagne, comme une rivière gelée en état d'effondrement permanent. Des crevasses s'ouvrent sur des dizaines de mètres de profondeur. Des tours de glace de la taille d'une maison apparaissent et disparaissent sans avertissement. Des blocs entiers peuvent s'effondrer en quelques secondes. La traversée se fait par des échelles métalliques posées au-dessus de vides interminables. Un faux pas, et il n'y a pas de seconde chance. C'est pour cela qu'un seul groupe s'y engage avant tous les autres, les fameux médecins de la cascade de glace. Des Sherpas spécialisés, des hommes qui défient chaque jour l'endroit le plus instable de l'itinéraire pour ouvrir la voie aux autres. Ils installent des cordes, fixent les échelles, créent saison après saison un chemin là où il n'y avait auparavant que la mort. Mais en 2024, même eux n'ont pas été épargnés. La fonte accélérée du glacier a tout changé. Les températures plus élevées ont affaibli la glace. Les crevasses se sont élargies. Et les tours de glace, appelées séracs, sont devenues encore plus instables. Certaines se sont effondrées sans le moindre signe avant-coureur, comme l'avalanche qui a tué 3 Sherpas l'année précédente. Le début de la saison a été retardé et a failli être annulé. Il a manqué de neige pendant l'hiver,
Et cette neige est essentielle pour coller la glace, donner de la rigidité à la structure du glacier. Sans elle, Tout est devenu instable, friable, imprévisible. Les itinéraires prévus ne fonctionnaient tout simplement pas. À 2 reprises consécutives, les médecins de la cascade ont ouvert des passages qui menaient à des impasses. Au camp de base, la frustration montait. Mais personne n'osait avancer. Car si même les hommes les plus expérimentés de la montagne faisaient demi-tour, il n'y avait aucun héroïsme qui justifie de continuer. Mieux valait attendre que mourir. L'autorisation n'est finalement arrivée que le 17 avril, 10 jours plus tard que prévu. Quand la nouvelle s'est répandue, le camp a explosé de mouvements. Des gens qui couraient, des équipements qu'on ajustait, des cordes qu'on organisait. Et alors, la course a commencé. Oui, une course, car il ne s'agissait plus de petits groupes avançant progressivement. C'était une foule, des hommes et des femmes entassés à l'entrée de la cascade de glace, se disputant l'espace avec leur propre destin, chacun croyant, en silence, qu'il serait le prochain à passer, et non le prochain à tomber. L'Everest s'était transformé en entonnoir. Beaucoup voulaient monter. Très peu d'espace pour survivre. Et la montagne, comme toujours, observait en silence, indifférente à la hâte, indifférente aux files d'attente, indifférente aux promesses. Car au sommet du monde, personne n'est vraiment aux commandes. Chaque année, l'Everest ressemble de moins en moins à une montagne solitaire et de plus en plus à une autoroute à l'heure de pointe. En 2023, le gouvernement a autorisé 487 ascensions, un chiffre jugé désastreux par de nombreux guides. En 2024, on a tenté de freiner les excès. Le nombre a été réduit à 388 permis. Malgré cela, la montagne est restée bondée. Des sentiers étroits, peu de fenêtres météo parfaites, et des centaines de personnes se disputant le même espace. Le résultat, des goulots d'étranglement humains dans certains des passages les plus dangereux de la planète. À la cascade de glace du Khumbu, au Hillary Step, dans la zone de la mort, où le corps commence à défaillir simplement en existant. Là, le moindre retard peut être fatal. Plus les gens restent immobiles, plus l'exposition au froid, au vent et au manque d'oxygène augmente. Le risque de mal des montagnes explose. Et les secours, déjà presque impossibles, se transforment en cauchemars logistiques. Chaque minute compte. Mais au milieu de la foule, personne n'avance vite. Et l'impact n'est pas seulement humain. Plus de monde signifie plus de déchets, plus d'usure des sentiers, plus de blessures ouvertes dans l'écologie fragile de la montagne. Mais rien n'illustre mieux le danger de la surpopulation que ce qui s'est produit cette saison. Sur l'arête finale, quelques instants avant le drame, des dizaines d'alpinistes avançaient lentement, l'un derrière l'autre, attachés à la même corde. Puis, la montagne a cédé. Une corniche de neige s'est effondrée, et 2 alpinistes ont disparu sous les yeux de tous. Le chaos a été immédiat. L'alpiniste Mala a décrit ce qu'elle a vécu ce jour-là. Selon elle, l'arête n'avait rien à voir avec tout ce qu'elle avait déjà vu. Neige molle, corniche instable, zone rocheuse recouverte de fines couches de glace fragile. Même la station météorologique était partiellement ensevelie. Après le sommet, en traversant le Hillary Step, la circulation s'est arrêtée, lente, bloquée. Soudain, la corniche devant eux s'est effondrée. Une autre, juste en dessous, a cédé à son tour. 4 alpinistes ont failli mourir. Ils n'ont survécu que parce qu'ils étaient attachés à la corde fixe. 2 autres, en revanche, n'ont pas eu la même chance. Daniel Paul Peterson, 40 ans, du Royaume-Uni, et son guide Pastenji Sherpa, 23 ans. Tous 2 sont tombés vers la face tibétaine de la montagne, un abîme pratiquement sans retour. 6 Sherpas ont été mobilisés pour les recherches, mais rien n'a pu être fait. Ils avaient été entraînés par la roche, vers une zone où les hélicoptères ne peuvent pas atteindre, et où le corps humain ne survit pas. Les recherches ont été annulées. Le responsable de l'expédition, Pemba Sherpa, a résumé la tragédie en une phrase courte et dure. C'est une catastrophe naturelle. Les montagnes sont imprévisibles. 3 autres alpinistes ont été secourus vivants, de justesse. Une équipe dirigée par Nga Tenji Sherpa et Pasang Sherpa est parvenue à intervenir à temps. L'itinéraire s'était rompu.
L'embouteillage était total, et l'oxygène commençait à manquer. Mala a raconté qu'elle a tenté de suivre l'itinéraire fixe, mais c'était impossible. Il y avait trop de monde. Personne ne parvenait à bouger. Alors elle a fait l'impensable. Elle a ouvert une nouvelle voie, au cœur du chaos, uniquement pour permettre aux alpinistes qui redescendaient de recommencer à avancer, peu à peu, lentement, entre la vie et la mort. Peut-être que de nombreuses vies ont été sauvées là-bas, mais 2 ne sont jamais revenus. Et reste cette sensation amère que, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé si le sommet n'avait pas été aussi bondé, si la glace n'avait pas été aussi fragile, si l'Everest était encore le même qu'autrefois. Mais la montagne a changé, le climat a changé, et les foules continuent de monter. Au sommet du monde, aujourd'hui, le plus grand ennemi peut être l'homme lui-même. Une vidéo qui a circulé sur Instagram a montré l'instant précis où les alpinistes recommençaient à avancer, après qu'il a improvisé une nouvelle voie au milieu du chaos. En quelques secondes, l'image révèle quelque chose de brutal. Sur l'Everest, survivre ne dépend pas seulement de la force, mais du sang-froid, de la décision rapide et de l'ingéniosité. Une erreur, une hésitation, et tout s'arrête. Mais cet épisode a aussi mis en lumière quelque chose de plus vaste, un problème ancien, qui transforme toute expédition risquée en véritable roulette russe. Les nouvelles règles de 2024 ont tenté de corriger cela. Nettoyer la montagne, protéger les Sherpas, réduire les excès, sauver des vies. Et, en partie, elles ont fonctionné. Même confuses, même remplies de failles, ces mesures ont créé un nouveau standard. Pas seulement pour l'Everest, mais pour les grandes expéditions partout dans le monde. Malgré tout, rien de cela ne change l'essence de la montagne. L'Everest reste l'Everest. Des altitudes qui détruisent le corps. Un climat qui change en quelques minutes. Un terrain qui ne pardonne pas. Gravir le toit du monde a toujours été et sera toujours une activité mortelle. La saison de 2024 a commencé sous tension. Les guides craignaient de revivre le cauchemar de l'année précédente. Des alpinistes pressés, de mauvaises décisions, des morts évitables. Et, malgré tout, le pire ne s'est pas reproduit à la même échelle. Des tragédies ont eu lieu. Mais le nombre de morts a été nettement inférieur à celui de 2023. Une petite victoire, au milieu d'un décor qui ne sera jamais sûr. Car la vérité est simple et cruelle. La fascination pour l'Everest demeure intacte. Chaque année, davantage de personnes rêvent du sommet. Davantage misent tout sur une seule chance. Davantage acceptent d'en payer le prix quel qu'il soit. Et alors demeure la question à laquelle personne ne sait répondre. Que réserve l'avenir au roi de toutes les montagnes? Encore plus de technologie? Encore plus de foule? Ou bien la limite ultime, celle où la montagne finit par imposer un arrêt définitif? Au sommet du monde, la glace continue de fondre. Les files d'attente continuent de se former. Et l'être humain continue de défier ce qui n'a jamais été fait pour être conquis. Parce que certains rêves coûtent trop cher. Et pourtant, personne ne semble prêt à y renoncer. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout.